Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission. On ouvre avec notre focus. Chercheuse passionnée, elle explore les mystères de la mer, elle scrute la génétique pour mieux comprendre l'évolution du cancer grâce aux mollusques. Elle incarne une nouvelle génération de scientifiques engagés. On découvre tout de suite le portrait d'Alicia Lopez Broussos. Et puis notre chroniqueuse du jour nous partagera son idée derrière la tech. Et Tanit Belaïch, bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous souhaitez nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va parler de la mise en place d'un contrôle parental autour de ChatGPT. Quant à notre sujet du jour, la transition est toute trouvée puisque à l'heure où ChatGPT et les intelligences artificielles en tout genre transforment notre quotidien, l'école n'échappe bien évidemment pas à la règle. Alors comment transmettre le savoir dans un monde où les élèves ont désormais accès à des assistants virtuels ultra performants? Entre promesses éducatives et risques de dépendance, parents, professeurs et élèves doivent inventer de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner. Et c'est justement le sujet sur lequel a décidé de travailler mon invité, Jean Pouly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et créateur du Smartphone Show et désormais vous êtes aussi auteur de Transmettre et éduquer à l'heure de ChatGPT. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. Scientifique, post-doctorante à l'université Caen Normandie, spécialisée dans la recherche contre le cancer, Alicia Lopez Broussos est une personnalité à suivre, récemment distinguée par le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Elle est notre rôle modèle du jour, signé Dylan Kohler. Y vamos a saludar precisamente a una de esas investigadoras, es Alicia Broussos, investigadora postdoctoral en la Universidad Caen Normandía en Francia. Buenas tardes. Buenas tardes. Nous célébrons aujourd'hui une étoile montante de la science, Alicia Lopez Broussos. Cette jeune chercheuse d'origine espagnole vient de remporter le prestigieux prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Une reconnaissance qui met en lumière un travail aussi captivant qu'inédit. Imaginez un instant si des cancers transmissibles chez les organismes marins pouvaient détenir des secrets sur cette même maladie, mais à échelle humaine. Eh bien, c'est ce qu'explore la postdoctorante à l'université de Caen Normandie. En quête de réponses dans les profondeurs de la mer, ces découvertes pourraient ouvrir de nouvelles voies dans le traitement de cette maladie complexe. Le cancer étant la première cause de mortalité prématurée en France. Le prix qu'elle a reçu n'est pas qu'une simple récompense, mais un véritable encouragement dans la poursuite de son travail. Alicia Lopez Broussos prouve aujourd'hui que la curiosité et la détermination peuvent mener à des avancées majeures dans la recherche scientifique. Avec son enthousiasme et son engagement, elle montre que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans un secteur principalement masculin. Rôle qu'elle représentera bientôt à la tête de son propre laboratoire à Brême, en Allemagne. Une figure modèle qu'on ne manquera pas de suivre de très près dans les années à venir. Y por supuesto, muchísimas gracias al Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura y a ti por dejarme compartir con vosotros esta historia. Muchas gracias. Futur de l'éducation ou menace pour nos élèves et nos enseignants, quand le sujet de l'intelligence artificielle est mis sur la table, il ne manque jamais de diviser. Alors, est-ce un nouvel outil pédagogique ou une facilité qui risque d'appauvrir l'apprentissage? Comment accompagner nos enfants et adolescents, mais aussi nos professeurs face à cette accélération numérique? Et surtout, comment transmettre et éduquer à l'heure de l'IA, où à ce moment-là, elle semble tout savoir faire? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Jean Pouly, vous êtes créateur et fondateur du Smartphone Show et vous êtes aussi auteur de Transmettre et éduquer à l'heure de ChatGPT, fraîchement paru aux éditions Artege. Alors, avant de parler d'intelligence artificielle, je vous propose de parler de numérique au sens large, parce que c'est ce que vous faites dans votre ouvrage. Vous posez un constat fort, même s'il semble quelque part aller de soi, celui que la société est irréversiblement numérique, là où certaines personnes imaginent en fait qu'en prenant un peu de recul, elles vont passer entre les mailles du filet, gagner en sérénité. Vous, au contraire, vous pensez qu'il est illusoire de vouloir se débrancher et que ça n'est pas forcément bénéfique? Moi, je dis souvent ça. Je dis qu'en fait, on ne peut pas sauter du train. Enfin, je trouve ça un peu compliqué aujourd'hui, puisque la vie s'est numérisée progressivement. C'est presque une numérisation totale aujourd'hui dans la vie quotidienne. Et c'est plutôt d'ailleurs, par certains côtés, quand même une bonne chose. Et donc, si on ne peut pas sauter du train, en revanche, peut-être on peut faire un meilleur voyage.
ou en tout cas choisir sa destination. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est la liberté, c'est l'autonomie, notamment avec les enfants. On n'a pas tout de suite l'autonomie hein, quand on est enfant ou adolescent, mais éduquer pour donner la capacité de choisir, presque même de choisir certaines dépendances. Hein, ça va loin, parce qu'on a des outils qui sont parfois faits pour capter l'attention. Peut-être on en parlera, des outils qui sont extraordinaires pour apprendre, on parle de ChatGPT, mais qui sont, j'aime bien dire, parfois merveilleusement dangereux. C'est-à-dire qu'on a les deux, c'est à la fois merveilleux et dangereux, et on est encore un peu fasciné par ça, c'est assez nouveau. Et voilà, moi je crois qu'il y a un enjeu énorme d'éducation, pour avoir un usage plus libre, semer des petites graines et puis pour, après adulte, faire des choix éclairés et justement choisir son voyage plutôt que accuser la technologie ou la diaboliser, parce que d'abord ce serait pas juste, hein, c'est pas la technologie qui est mauvaise, c'est éventuellement peut-être des programmations qui peuvent être faites pour des usages mauvais ou des mauvais usages. Mais je trouve que c'est pas juste de rejeter, de diaboliser la technologie. En revanche, je crois que si on s'y met pas vraiment comme éducateur, comme parent, oui, on va subir des choses assez délétères. On le subit aujourd'hui, hein, et voilà. Et justement, là, vous me parlez de la technologie, du fait qu'il ne faut pas la diaboliser. Il y a un autre constat que vous posez dès le début, là aussi, de votre ouvrage. Vous avez eu l'intuition qu'il faudrait mettre de l'humain au cœur de toute cette course technologie effrénée, et ça, dès le début de votre carrière dans le numérique, l'informatique. D'où est-ce qu'elle vous est venue, cette intuition ? Parce que finalement, au début d'Internet, quand on regarde derrière, c'est quand même très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi, dès le début, vous vous êtes dit il faut de l'humain derrière ça ? Peut-être parce que je ne viens pas du secteur de la technologie. Donc moi, je ne suis pas un geek au départ. Enfin, moi, quand j'ai vu arriver, j'ai envoyé mon premier mail en 96, je me suis dit ça va changer le monde, ce truc-là. Mais je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est le changement du monde, c'est pas la technologie. Qu'est-ce que ça va faire ? Et c'est vrai que ça a vraiment changé le monde. Ça s'est accéléré. Et j'ai mis un peu de temps. Je faisais plutôt partie des gens assez enthousiastes, en fait. Hein, l'accès au savoir universel. Voilà, c'est juste génial. Même si c'est une innovation militaire, c'est quand même les universités qui ont développé Internet. Et puis, on est arrivé plutôt dans les années 2000, avec après les réseaux sociaux et maintenant l'IA, ce que j'appelle un peu dans les zones de risque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... qui ne sont pas, comme on l'a dit, hein, liés forcément à la technologie, mais en tout cas à l'usage qu'on en a fait. Et donc, je reste toujours enthousiaste, mais voilà, maintenant, je sais qu'il faut encore plus mettre de l'humain, parce que ça prend une telle place qu'il peut y avoir des effets de déshumanisation, de désocialisation, enfin plein de choses qui peuvent être mauvaises. Et moi, je crois que les technologies n'ont pas seules un pouvoir d'humaniser ou de déshumaniser. En revanche, il faut être attentif à ça, parce que je crois qu'elles sont à notre service. Et surtout, elles touchent deux domaines, pour moi, qui définissent l'humain. Enfin, on peut le définir de plein de façons différentes. L'être humain est un être relationnel. Et un être décisionnel. On a un libre arbitre par rapport aux animaux, on décide les choses, on choisit, et puis on est vraiment des êtres, enfin comme on disait, Lévi-Strauss disait, on est des animaux sociaux. Bien sûr. Et en fait, le numérique vient challenger ces deux dimensions, parce qu'en fait, réseaux sociaux, il vient challenger notre relation à l'autre, notamment s'il y a un écran. Et puis les décisions, parce que qu'est-ce que c'est que l'IA ? C'est des algorithmes qui, à un moment donné, prennent des décisions pour nous. Moi, quand je vais sur YouTube, j'ai des vidéos qui viennent toutes seules s'afficher en fonction de mes données, mais c'est pas moi qui les choisis. Quand je vais à la bibliothèque, je n'ai pas des livres qui me sautent dessus. Donc voilà, ça touche la décision, ça touche la relation, donc ça touche notre humanité. Et je trouve que c'est important de se poser ces questions. Alors, vous avez structuré votre ouvrage autour de 12 défis que vous avez identifiés concernant justement l'utilisation spécifiquement de ChatGPT à l'école. 12 défis que vous comparez avec un brin d'humour aux 12 travaux d'Hercule de la mythologie antique. Alors, je vous propose donc de rentrer un petit peu plus justement dans le détail. Pour distinguer une utilisation raisonnée, intelligente de l'intelligence artificielle d'une mauvaise utilisation, vous empruntez un terme médical. Vous parlez d'orthèse digitale ou de prothèse digitale. Vous nous en dites un peu plus sur le choix de ces termes. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, alors c'est un peu une image qu'on ne peut pas vraiment le comparer aux orthèses et aux prothèses médicales qu'on aurait sur le corps. En fait, j'ai voulu illustrer dans cette comparaison l'augmentation possible par la technologie. C'est-à-dire que les technologies nous augmentent, mais toutes les technologies, un marteau nous permet de planter un clou. Essayer de planter un clou avec le doigt, on n'y arrive pas. Mais le marteau, il peut
planter le clou, où je peux casser la tête de quelqu'un avec. Donc en fait, il nous donne une augmentation. Moi, dans l'atelier Smartphone Show, je parle de super pouvoirs. Voilà, parce que je parle un peu aux adolescents, mais voilà, ça nous donne des super pouvoirs. C'est hyper rapide, ça a réponse à tout, etc. Donc ça nous augmente. Et puis, potentiellement, surtout l'intelligence artificielle, ça peut nous remplacer. Alors c'est marrant, ça peut faire peur à tout le monde, mais dans l'histoire, l'être humain a toujours cherché des dispositifs aussi parfois pour le remplacer. C'était compliqué de faire des travaux agricoles à la main. On a créé des machines, ça a remplacé. Aujourd'hui, il n'y a personne qui se plaint de ça. A priori. Là, maintenant, on parle de remplacement de l'intellect, de la réflexion, de tâches cognitives. Et donc, c'est peut-être là que on touche, certains auteurs parlent d'une nouvelle blessure narcissique, c'est-à-dire qu'en fait, on est gêné par ça parce que ça viendrait... Mais des blessures narcissiques, on en a déjà eu. On a inventé l'atome qui est capable de nous détruire. Maintenant, on invente l'IA qui est capable de remplacer certaines choses. Peut-être qu'il faudra un certain temps pour accepter. Moi, personnellement, dans mon travail, il y a peut-être 50% des tâches. Si demain, je peux les déléguer à une IA qui le fait, ça ne me posera pas de problème. Oui, puis ça vous laissera aussi peut-être du temps pour faire autre chose. Par exemple, vous parlez de compétences qu'on peut développer en parallèle. Comment éviter justement que les élèves, par exemple, perdent en créativité lorsqu'ils utilisent ChatGPT? Parce que c'est l'un des risques qui est soulevé. C'est un risque et une opportunité parce que ça peut... je ne vais pas vous dire tout le temps les deux, mais en fait, si on est honnête, c'est pour ça que je parle, ça peut augmenter, ça peut remplacer, ou ça peut faire les deux. Alors, ça peut stimuler la créativité, parce qu'en fait, je vais, par exemple, je sais pas, je connais rien sur ce sujet, je vais demander à ChatGPT, ou au contraire, j'ai beaucoup réfléchi sur un sujet, je vais lui demander de challenger ce que j'ai moi-même créé. Ça peut augmenter la créativité, et en même temps, ça peut la remplacer si on l'utilise mal et qu'on ne fait que demander à l'intelligence artificielle de faire à notre place. Moi, j'aime bien dire que l'intelligence artificielle, elle est utile quand elle se connecte à l'intelligence humaine. Voilà. Et également, elle ne remplace pas la compréhension. Donc, à un moment donné, si vous avez déjà un corpus bien établi, vous avez fait des études, vous êtes allé à l'école, vous savez réfléchir, vous savez raisonner, vous savez déduire, c'est comme la calculatrice avec un étudiant en maths sup, ça va l'augmenter. Par contre, si vous ne savez pas du tout calculer, ça risque de vous remplacer. Donc, pourquoi il y a aussi une question par rapport aux enfants? Je parle pas bien des enfants, pas des étudiants, quoique. C'est qu'on n'est pas encore totalement construit. Et si on commence à remplacer des fonctions cognitives dans le plus jeune âge, peut-être qu'on risque, mais c'est une hypothèse. Oui. Moi, je trouve c'est encore très difficile de répondre à ces questions, mais moi, je me dis que peut-être qu'il faut paradoxalement garder un temps, sanctuariser un temps pour construire des choses dans le cerveau, et puis petit à petit, utiliser des outils pour l'augmenter. Mais faire attention à ne pas remplacer trop de choses tout de suite, parce que c'est un petit peu ce que je vois autour de moi, notamment des étudiants qui ont quasi un réflexe pavlovien de tout demander à ChatGPT et de ne pas aller chercher en soi-même ou d'aller demander à quelqu'un d'autre ou de lire un livre. Donc c'est un petit peu ça le... Donc tout est question d'éducation et de parcimonie surtout. Il est déjà temps de prendre une petite pause dans nos discussions et pour ce faire, je vous propose de faire un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.自动秀的电路啊！正好，我给你拿去工业设置。
father's building's down there. He wants to change that color right pink. there. You ready? I want blue. Do blue. What? This blue? Green. Different blue? You want green? I got you. Oh no, son. Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Jean Pouly, créateur et fondateur du Smartphone Show, et aussi avec Etanit Belaïch qui a une idée derrière la tech. Alors que l'intelligence artificielle a officiellement fait son entrée dans les programmes scolaires de nos collégiens et lycéens, il y a quelques jours, OpenAI a annoncé le 2 septembre l'instauration prochaine d'un contrôle parental autour de ChatGPT. Tout à fait. Dans le détail, d'ici 1 mois, les parents pourront lier leur compte à celui de leurs enfants. Ils pourront ainsi accéder aux messages échangés avec le robot conversationnel. Les parents pourront aussi être alertés en cas de détection d'une détresse aiguë chez l'enfant dans ces conversations. Ce sont les mots d'OpenAI dans un billet de blog publié au début du mois, mots qui suscitent déjà des doutes et des interrogations comme celle de cet internaute sur TikTok. Après, je me demande, il va aller jusqu'à où le contrôle? Parce que honnêtement, il y a plein de choses qu'on entend comme ça depuis des années maintenant. Ouais, il y aura un contrôle parental sur plein de choses. Pourtant, ça n'existe pas. Tu vois. Même sur TikTok, par exemple, t'es censé avoir 18 ans pour consommer le contenu. Soyons honnêtes, la moitié, voire 75% des gens ici ne sont pas majeurs. Donc on va être honnête entre nous. Mais bref, si elle s'applique réellement et qu'elle est vraiment chiante, c'est-à-dire que il te pousse obligatoirement que ce soit tes parents qui valident ton compte, bah force à vous les gars. Je sais pas comment vous allez faire pour vous débrouiller sans ChatGPT. Plus sérieusement, d'ici la fin de l'année, l'entreprise envisage de mettre en place une série de mesures complémentaires pour sécuriser un peu plus le chatbot. L'accès au numéro d'urgence devrait être facilité et puis les personnes en détresse émotionnelle devraient se voir rediriger automatiquement vers un modèle de raisonnement un peu plus évolué, en particulier lors de conversations jugées risquées. Les réponses générées devraient alors être plus appropriées. À noter également la mise en place future chez OpenAI d'un conseil interne d'experts sur les questions de santé mentale et de bien-être. Ces annonces font suite à une plainte déposée fin août aux États-Unis. Plainte des parents d'Adam Ryan, un ado de 16 ans qui s'est pendu début avril. Ils estiment que leur fils est mort après avoir été conseillé par ChatGPT. Ils ont donc décidé d'attaquer en justice OpenAI et son PDG Sam Altman pour défendre prévention du risque de mort. Adam Ryan, qu'on va voir à l'écran dans quelques instants, vivait en Californie avec ses parents et ses 3 frères et sœurs. Décrit comme brillant et ambitieux, le jeune homme avait commencé à utiliser le chatbot il y a 1 an pour l'aider à faire ses devoirs. Et de fil en aiguille, ChatGPT est devenu le confident numéro 1 de l'adolescent, si bien qu'il a fini par lui partager ses informations sur son anxiété et son stress et par passer 4 heures par jour à échanger avec l'intelligence artificielle générative qui lui aurait donc donné des conseils pour préparer son suicide. Overdose, noyade ou encore pendaison, voilà quelques idées présentées par l'IA à Adam Ryan pour se donner la mort, le jeune homme qui va tenter de se suicider à plusieurs reprises à partir du 22 mars et le 11 avril, date fatidique. Adam va demander au robot si le nœud coulant attaché à la tringle de son placard peut, écoutez bien, suspendre un humain. Réponse de ChatGPT, affirmatif. Il sera retrouvé mort par pendaison quelques heures plus tard. Alors ce drame où l'intelligence artificielle est soupçonnée d'être impliquée n'est malheureusement pas le premier. Oui, l'année dernière, un jeune Belge et puis un Américain se sont suicidés après des échanges similaires, sans compter plus récemment l'histoire de cet homme de 56 ans qui vivait dans le Connecticut et qui, mentalement troublé, a tué sa mère et s'est ensuite donné la mort après d'intenses échanges avec ChatGPT, de quoi évoquer la santé mentale et l'avènement d'une nouvelle source d'inquiétude, ce que des chercheurs appellent d'ores et déjà la psychose de l'IA. Elle désigne ces utilisateurs intensifs de l'intelligence artificielle qui sombrent
petit à petit dans une perte de contact avec la réalité. Reste à rappeler que face à la détresse, il existe un numéro, lui, bien réel, loin des algorithmes. C'est le 3114, la ligne nationale de prévention du suicide, accessible jour et nuit partout en France. Merci Tanit Belaïch pour cette chronique dont le sujet, bien évidemment, est d'une grande importance. Je crois que vous aviez une petite question à poser à notre invité qui, justement, écrit lui aussi sur le sujet des intelligences artificielles. C'est dans la seconde partie du talk. Quelle est votre réaction à ce suicide et aux dérives démontrées justement par ce décès de ChatGPT? C'est vrai que c'est assez choquant et ça pose beaucoup de questions. Alors évidemment, on parle d'un drame, on ne parle pas des bonnes choses qui peuvent être générées. Mais là, du coup, il faut faire quelque chose. Et je trouve ça bien que ChatGPT et les applications en général se posent ces questions pour essayer de trouver des pare-feux, des systèmes de régulation, de modération, d'avertissement. Bon, avec toutes les limites. Les contrôles parentaux, là aussi, il y a des limites parce qu'on peut les contourner, les craquer, on le sait. On peut avoir un deuxième téléphone. Donc, j'allais dire, moi, je dis aux parents, ne pas tout miser là-dessus. Mais finalement, ce que j'ai envie de dire là-dessus, je parlais d'humanisation, de déshumanisation tout à l'heure avec vous, et du volet relationnel. L'être humain est un être profondément relationnel, et en fait, qu'est-ce qu'on voit là avec ChatGPT? C'est finalement, très vite, beaucoup de monde, notamment les jeunes, en ont fait un confident. Et là, derrière, ça pose la question de la solitude qu'il y a derrière ces usages, parce que, alors on parle de numéro vert, là, de nouveau, il y a un humain, hein, dans Le Père Noël est une ordure, on a un humain, hein, quand on veut se suicider, on parle au moins à quelqu'un. Et puis il y a des psychologues qui sont quand même formés pour ça. On peut avoir des amis, des confidents. Et là, voilà, la question que ça pose, c'est est-ce que ces IA qui prennent une place très rapidement partout vont pas prendre des rôles qui, au lieu d'aider les humains, vont les isoler encore plus jusqu'à des drames. Alors peut-être que celui-là, on arrivera à réguler les choses, mais voilà, ça me pose la question de la solitude en fait qu'il y a derrière. Alors là, malheureusement, c'était le côté négatif, bien évidemment, des intelligences artificielles. Dans votre ouvrage, vous êtes quand même un petit peu plus positif, heureusement. Notamment, vous vous rappelez qu'il est très important dans l'éducation d'avoir une notion de personnalisation et que d'ailleurs, à l'origine de l'éducation, c'était plutôt la norme, hein, finalement, d'avoir une éducation personnalisée. Aujourd'hui, avec la démocratisation de l'école, de l'accessibilité au savoir, finalement, on a ouvert des classes. Est-ce que ça, c'est l'une des promesses de l'IA, finalement, de pouvoir retourner une approche un petit peu plus individuelle de l'éducation? Oui, c'est la grande promesse de ce qu'on appelle l'adaptive learning, hein, l'apprentissage adapté à chaque personne, puisque comme vous l'avez dit, on a commencé avec les précepteurs, mais bon, c'était quand l'éducation était réservée à la noblesse, donc très peu de monde, hein. Le prince avait son précepteur, puis quand on a fait des classes, l'industrialisation, on a voulu une classe d'âge, hein, toucher tout le monde, et là, le prof, il fait un cours pour 30 élèves, il ne peut pas s'adapter à tout le monde. Donc moi j'appelle ça le rêve de la machine à apprendre, de créer une machine qui va apprendre à chacun selon son intelligence, sa personnalité, son rythme, etc. Et il y a déjà des expérimentations de divers logiciels, applications qui le font, hein. On a à Lyon les fondateurs du projet Voltaire, hein, qui est une application qui marche bien pour l'apprentissage du français. Je crois que ça va faire beaucoup de progrès et c'est une promesse intéressante. Maintenant, je vais encore revenir à cet aspect socialisation. Oui, c'est un outil intéressant, mais qui est encore une fois personnalisé. Et dans l'éducation, et il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent, c'est aussi un acte profondément social. On apprend avec les autres, on apprend de par les autres, on apprend d'abord avec un enseignant, mais avec des élèves. Et c'est pas juste pour se mélanger socialement, c'est aussi, on est reconnu par l'autre, on a un feedback. Moi, j'aime bien l'apprentissage par les pairs, l'apprentissage avec les autres. Donc voilà, il faut toujours avoir de la mesure et pas se dire tiens, on va tout miser sur les outils d'adaptive learning et puis chacun va rester chez soi à apprendre devant sa machine et avoir aussi tout le temps une notion de performance. On n'est pas que performant dans l'apprentissage. Et puis Einstein disait il y a l'information, c'est quelque chose, mais l'expérience, c'est autre chose. Et expérimenter, faire avec ses mains, faire dans le réel, c'est une manière d'apprendre.
Parce que apprendre, c'est pas juste de l'information qu'on reçoit dans sa tête. Autre point important que vous abordez dans votre livre, qui concerne toujours finalement un petit peu le côté humain qu'on met derrière les machines, c'est la neutralité des IA. Parce que finalement, derrière une machine, il y a forcément quelqu'un qui a dirigé les choix. Alors la démocratie dans tout ça, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, elle est mise en danger par une poignée de personnes et ou d'entreprises qui se cachent justement derrière ces intelligences artificielles ? Cette question de neutralité est très importante parce que moi je plaide pour qu'on sorte, nous, de notre neutralité par rapport aux technologies. Les technologies sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. Elles sont ce qu'on en fait, mais par contre, elles ne sont pas intelligentes, entre guillemets, mais les gens qui les programment, oui. C'est-à-dire que si je fais un algorithme qui pousse au suicide, alors je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais potentiellement il peut y avoir des effets de bord qui arrivent au drame dont on a parlé. Je pourrais faire des interfaces éthiques qui font que j'ai que du contenu éducatif et scientifique, comme les réglages de TikTok en Chine, paraît-il. Bon. Donc ça veut dire que c'est à nous, utilisateurs et concepteurs, je prends bien les deux volets dans ce livre, il y a deux leviers, celui de l'utilisateur, vous et moi, et celui du concepteur, de faire des interfaces éthiques, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire se dire en fait, d'observer ce qui se passe, de voir les résultats, et effectivement si on se rend compte que des réseaux sociaux poussent à une polarisation extrême de la société, c'est le cas aujourd'hui, hein, on est enfermé dans des bulles de certitude, les gens sont persuadés d'avoir raison, du coup au lieu d'être dans une démocratie où on débat des idées et on recherche, la vérité est souvent complexe, elle n'est pas binaire comme ça, on se rend compte que c'est pas bon de faire des algorithmes comme ça, il faut les changer parce qu'effectivement il va y avoir un risque sur la démocratie, c'est que les gens vont plus parler, vont plus entendre, vont plus comprendre et vont se taper dessus. Et pour comprendre justement, il faut acquérir des compétences, nécessairement. Et justement, c'est l'un des défis que vous avez identifié dans votre ouvrage, le fait d'acquérir des compétences et une culture numérique. Et à ce sujet, vous avez une réflexion qui m'a particulièrement interpellée sur la fracture numérique. Selon vous, elle s'est inversée aujourd'hui. Vous nous expliquez ce phénomène ? Oui, c'est assez surprenant pour moi qui ai démarré il y a 25 ans à lutter contre la fracture numérique. Il y a 25 ans, c'était les gens qui n'avaient pas accès au matériel. J'allais dans les quartiers nord de Marseille amener les ordinateurs, là, les Apple, là, les bulles. Les gens n'avaient pas accès. Quand j'ai découvert Internet, il n'y avait même pas 5% de gens connectés à Internet. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a peut-être pas 5% qui ne sont pas connectés. Bon, voilà. Et c'était plutôt les catégories défavorisées socialement, culturellement, qui n'avaient pas les outils. Aujourd'hui, dans mes ateliers, ceux qui viennent spontanément, c'est plutôt des classes socialement éduquées. Parce qu'elles se rendent compte que justement de ces effets qui peuvent être négatifs, alors que parfois, je dis bien parfois, je ne veux pas généraliser, des classes plus populaires voient finalement des très bons côtés en disant ChatGPT, moi je ne parle pas bien français, je n'ai pas un gros niveau scolaire, ça va aider mon enfant. C'est aussi une super nounou. Hein, je suis femme seule, je sors à 20h du boulot, mes enfants sont devant un écran. Voilà. Je schématise. Hein. Et du coup, effectivement, quand je dis qu'elle s'est inversée, c'est qu'aujourd'hui, elle existe toujours. Il y a 13 millions de Français qui sont en difficulté avec le numérique, à la fois sur les compétences, mais je crois qu'il y a aussi le chantier de la culture numérique, de comprendre ce qui se passe. La vulgarisation que vous faites à School TV, c'est comprendre aussi ce qu'il y a derrière, c'est pas simplement le clic droit. Hein. Et là, il y a un vrai chantier d'éducation. Alors, il y a plein d'associations qui le font. Mais effectivement, on a un effort d'éducation populaire, pour reprendre ce terme des années 60, sur le numérique pour expliquer, comprendre, et notamment les populations les plus défavorisées. Parce que maintenant que l'accès et le matériel s'est généralisé, il faut parler du fond, il faut parler des mécanismes pour éviter les drames et en faire des outils à notre service. Bon, on aurait eu encore plein de choses à voir avec vous, car votre ouvrage est très complet. Je le rappelle, il est intitulé « Transmettre et éduquer à l'heure de ChatGPT ». Vous êtes également, je le rappelle, créateur et fondateur du Smartphone Show. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Etanit Belaïch pour ses chroniques. Merci aussi aux équipes en régie et à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 12h30 sur School TV pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.